Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence. Donc, j'ai choisi pour cette conférence de vous présenter donc le fruit de mes réflexions qui sont issues quelque part, comme l'a expliqué Nathalie, qui viennent de plusieurs directions. D'abord, d'une volonté effectivement d'expérimenter à travers la recherche ces questions de travail en équipe et de créativité. Donc, je vous parlerai brièvement aussi, évidemment, d'une recherche qui est en cours sur ces questions. À la fois aussi et également sur la base des expériences que je partage avec de nombreux participants dans le cadre des formations continues. Et je vous parlerai un petit peu des retours que j'ai dans le cadre de ces formations continues. Et également aussi sur la base d'une revue de la littérature actualisée et assez extensive sur ces questions de travail en équipe et de créativité. Alors, pour commencer, j'ai choisi de vous parler du travail en équipe de manière générale et notamment sur ce que j'ai pu observer sur cette pratique du travail en équipe et son côté omniprésent aujourd'hui dans le domaine du management. Alors, vous voyez ici, le travail équipe en équipe est partout et je dirais, j'en entends parler énormément. C'est aussi très souvent, il y a très souvent des attentes aussi extrêmement fortes par rapport à cette notion de travail en équipe. Et ça répond parfois à des objectifs extrêmement différents, des objectifs sociaux, des objectifs de créativité, des objectifs de production. Donc c'est pour ça que je parle de couteau suisse un peu du management, hein. On a un problème, ben, on va faire appel à une équipe. Et puis il y a cette idée aussi très présente, très ancrée aujourd'hui que la performance des organisations, elle dépend essentiellement de la performance finalement des équipes qui la composent. Alors, quelques éléments qui vont dans ce sens et qui viennent documenter finalement cette omniprésence du travail en équipe. Tout d'abord, là, une première enquête que je trouvais intéressante, non pas forcément pour sa dimension académique, mais plutôt parce qu'on a ici des leaders d'opinion qui sont assez forts et qui sont aussi des providers de solutions de travail collectif. Microsoft, ici, qui avait réalisé une étude en 2018 et qui montrait que 91% des Français considèrent le travail en équipe comme un critère important dans le choix d'un emploi et qui montrait aussi également que les plus jeunes générations étaient extrêmement attentifs à ces questions du travail en équipe. Donc une volonté, effectivement, des attentes très fortes de la part des futurs travailleurs sur ces questions. Un autre exemple que j'aimerais relever qui montre cette dimension extrêmement importante, omniprésente du travail en équipe, c'est un petit extrait ici d'un rapport qui a été fait par Deloitte sur les grandes tendances qui est réalisé chaque année sur les grandes tendances dans le domaine du management. Et une des tendances, suite notamment à cette crise du Covid, c'est la question du travail en équipe. Et là, le terme qui est utilisé dans ce rapport qui a été publié en 2021, c'est la question des super teams, des équipes vraiment extraordinaires. Et ces équipes extraordinaires, elles sont pour les personnes qui ont fait ce rapport, sans doute les personnes qui ont permis notamment le développement d'un vaccin aussi rapide. Ces équipes aussi ont sans doute permis de faire que les institutions de santé tiennent pendant cette période de crise, pendant ces longs mois de crise. Hein. Et alors l'idée de ces super teams, c'est quoi? C'est une combinaison de personnes qui sont très engagées et qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour multiplier finalement la performance le potentiel de l'équipe. Donc, vous voyez encore cette idée, elle a extrêmement. Enfin, le Covid, ça n'a pas diminué nos attentes par rapport au travail en équipe. Peut-être au contraire, ce que montre cette étude, enfin, ce rapport, c'est peut-être que ça les a encore accentués. Et puis là, j'aimerais vous présenter aussi une autre, comme l'a dit Nathalie, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé. Et ici, je voulais vous présenter les résultats d'une revue de la littérature sur la question du travail en équipe. Donc ici, le graphique qui est sur votre droite représente le nombre de publications qui traitent du travail en équipe dans les institutions de santé et par différents types de journaux, hein. Mais donc, toutes ces courbes font référence à des journaux académiques qui ont un lien avec des publications dans le domaine de la santé. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc, c'est une explosion
de la littérature et des publications dans ce domaine sur le travail en équipe. Donc, vous voyez, 3 éléments ici qui viennent nous montrer l'importance du travail en équipe, son omniprésence dans les discours, sans doute dans le futur aussi des organisations et aussi dans la recherche. Alors, cette omniprésence du travail en équipe, ou plus généralement même du travail collaboratif, il se traduit notamment, et c'est le premier exemple que je vais donner, par des réunions. Souvent, le travail en équipe, un des artefacts du travail en équipe, un des éléments centraux du travail en équipe, pivot du travail en équipe, c'est la réunion. Et là encore, ce serait intéressant, je vous invite à voir la dernière étude de Microsoft sur ces questions qui montre que toutes les générations ont toujours des attentes très fortes sur ces réunions en présentiel. Et c'est Microsoft qui montre ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on observe concernant ces réunions? On observe qu'on passe de plus en plus d'heures en fait on passe de plus en plus d'heures dans ces réunions. Alors ici, vous avez quelques résultats d'enquête qui sont présentés. Alors d'abord pour la France, dans le petit graphique ici, vous voyez que selon cette étude, les Français passent en moyenne 4,5 heures en réunion. Il y a des études équivalentes qui sont faites aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous voyez que c'est 6 heures. Et puis, il y a des études qui ont été faites notamment par Doodle à très grande échelle en Suisse et qui montrent qu'en Suisse, les employés passent en moyenne 5 heures en réunion. Et qu'est-ce que montrent ces enquêtes? C'est que ces chiffres sont en constante augmentation. On n'a jamais passé sans doute autant de temps en réunion. Et sans doute que ça va avec cet élément central que jouent les équipes aujourd'hui dans les organisations et la performance des organisations. Donc ça, c'est un premier constat. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, plus on passe de temps dans les réunions. Donc on dépasse très souvent ces 5 ou 6 heures de temps passé en réunion. Et ce qu'on observe également aussi, c'est que plus les organisations sont grandes, plus on passe de temps en réunion. Voilà, donc beaucoup de temps passé dans ces réunions et avec un premier constat, par contre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de frustration et des résultats un peu discutables. Le fruit de ces réunions n'est pas toujours satisfaisant et on a ici quelques éléments d'enquête qui le montrent. Alors, je commence avec une première enquête qui a été réalisée aux États-Unis, qui a été publiée dans Harvard Business Review et dont le titre est assez évocateur, Arrêtons la folie des réunions. Et ce que disent les auteurs dans cet article, c'est que finalement, il y a trop de réunions. Les réunions sont problématiques pour plusieurs raisons. Et vous avez ici quelques chiffres édifiants. 65% des répondants ici, c'est des cadres supérieurs qui ont été interrogés, donc des gens qui passent beaucoup de temps en réunion. 65% affirment que les réunions les empêchent de réaliser leur propre travail. Donc il y a un conflit entre ce travail collectif et leur travail individuel. 71% qu'elles sont improductives et inefficientes. C'est dur, c'est pas. 64% pensent qu'elles se font au détriment d'une pensée approfondie. Ça aussi, c'est un résultat extrêmement intéressant parce que, on va le voir un peu plus tard, les attentes en matière de créativité sur les équipes sont très fortes. Et là, on a des résultats qui montrent que finalement, on est plutôt dans des modes de cognition qui sont relativement superficiels quand on travaille en équipe. Et 62% affirment, et alors là, c'est encore plus dramatique, parce que quand même, dans le mot réunion, il y a l'idée de se réunir, de se retrouver, d'échanger. Et 62% ici affirment qu'elles éloignent les membres d'une équipe plutôt qu'elles les rapprochent. Et donc, on a un effet ici qui est finalement plutôt négatif, d'une manière générale, sur à la fois la productivité et à la fois sur la dimension sociale des équipes. Je vous ai mis ici à titre d'illustration une image qui en fait est une image tirée de la RTS où un petit reportage avait été fait sur ces réunions qui sont jugées en Suisse également comme étant pas toujours bien gérées, et à tel point que vous voyez ici le coût qui était estimé de ces réunions qui sont improductives était estimé à 32 milliards en 2019. Donc évidemment des chiffres qui sont relativement
important. Et des comportements, comment on explique aussi ces 62% là, du fait que la réunion éloigne les membres d'une équipe plutôt qu'elle les rapproche? En fait, parce qu'il y a beaucoup de comportements qui sont des signaux, presque même d'un manque de respect des personnes les unes vis-à-vis des autres, parce que finalement, les personnes qui vont en réunion font autre chose que d'assister à la réunion. Elles travaillent sur l'ordinateur, envoient des messages email, etc. Et évidemment, ça, c'est des comportements qui peuvent être préjudiciables pour le collectif. Donc, vous voyez, première réflexion, c'est de se dire, on attend beaucoup des équipes, il y a énormément de discours autour de ces équipes, mais déjà, quand on regarde un moment particulier du travail en équipe, qui est la réunion, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple et que les résultats ne sont pas si évidents que ça. Je fais moi-même régulièrement des petits sondages sur ces questions avec les populations que je suis dans la formation continue. Les chiffres sont moins catastrophiques. Il n'empêche que généralement, on a plus d'une personne sur deux qui pense que les réunions pourraient être mieux gérées et qu'elles ne sont pas aussi effectives qu'ils le souhaiteraient. Deuxième cas que j'aimerais partager avec vous, c'est donc une réflexion que nous menons notamment avec Nathalie Delobe à travers une recherche que nous réalisons ensemble et de nouveau qui montre que si les attentes sont très élevées au niveau des équipes, parfois les résultats sont en demi-teinte. Et ici, je vais vous parler plutôt de la créativité collective. Donc très souvent, ce qu'on peut observer, tout comme je vous l'ai montré par rapport à la question du travail en équipe de manière générale, on associe travail en équipe à la créativité. Là, je vous ai pris une phrase que j'ai prise sur un site internet, sur les pages employeurs de ce site, c'est l'entreprise Roche, et qui dit la chose suivante: parce que nous considérons que l'engagement et la créativité de nos équipes conditionnent la réussite de nos missions. C'est comme une sorte de dimension un peu consubstantielle à l'équipe, c'est la créativité. Or, ce que montre la recherche, c'est pas aussi simple que ça. Là aussi, c'est pas toujours, les équipes ne sont pas toujours aussi créatives que ça. Et ici, je vous ai juste pris un exemple. C'est une publication qui a été réalisée dans la revue Nature et qui a étudié 65 millions de publications scientifiques, de brevets, etc. entre 1954 et 2014. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que finalement, c'est plutôt les personnes seules, voire les binômes, qui produisent les idées les plus originales, les plus disruptives, alors que les grandes équipes vont plutôt développer des idées qui sont déjà existantes. Et donc la question qu'on pourrait se poser et qu'on s'est posée avec Nathalie Delobe dans le cadre d'une recherche, c'est finalement, est-ce que le travail en équipe est un contexte qui favorise l'émergence des idées nouvelles et originales? Et pour répondre à cette question, on a donc réalisé une étude où on a voulu tester, on a voulu comparer la performance des individus qui vont réaliser une tâche créative individuellement à ceux qui vont la réaliser collectivement. Donc, c'est une première chose qu'on a voulu tester. Puis la deuxième chose qu'on a voulu tester, c'était de voir s'il y avait une influence sur la créativité des individus et des équipes si on changeait, on mixait ce travail de créativité entre individus et groupes, si on le séquençait de manière différente, c'est-à-dire si on donnait une tâche à réaliser d'abord aux individus, puis ensuite à une équipe, est-ce que ça avait ça amenait des résultats plus créatifs, et inversement, si d'abord on demandait à un groupe de réfléchir, de produire une tâche créative, et ensuite à des individus. Et donc, on a essayé de regarder, donc c'est ici les variables indépendantes qu'on a regardées, de voir quelle était l'influence donc de ce travail individuel ou le travail en groupe sur l'originalité des productions qui étaient réalisées. Et puis, on a aussi regardé une autre variable, c'est est-ce que les gens étaient satisfaits de ce qu'ils avaient produit. Comment on a fait ça? On a fait ça grâce à un protocole qu'on a développé dans le cadre d'une formation que j'ai animée notamment avec le Claudio Caccari, qui a énormément participé ici aux résultats de ce travail, de cette recherche.
quel était le dispositif? Le dispositif était le suivant, c'est qu'on demandait donc à des individus de composer un morceau de musique sur la base d'un petit exercice où ils pouvaient allumer ou éteindre des segments de musique entre 0 et 30 cases. Pour cet exercice, ils avaient de puissance 30, plus d'1 milliard de possibilités. Donc il y a 548 personnes qui ont participé à cette activité. Et vous voyez dans le premier protocole, donc, les gens réalisaient d'abord seuls l'exercice de production de composition musicale, puis ils le réalisaient ensuite, on mesurait ici l'originalité de leur production et leur niveau de satisfaction, puis ensuite on leur demandait de refaire l'exercice collectivement. Dans le deuxième protocole, ici on leur demandait d'abord de faire l'exercice en équipe de production musicale, puis ensuite individuellement. Et donc on a regardé quelles étaient les caractéristiques des œuvres qui étaient produites par les individus et les équipes, notamment sur la question de l'originalité, la nouveauté, la singularité des morceaux qui avaient été produits. Comment on faisait ça? Tout simplement, on comparait l'écart de ces morceaux entre des morceaux qui étaient préexistants dans le jeu. L'écart à une norme qui était préexistante, prédéfinie. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que nous montre cette étude? Elle nous montre que les individus en tout cas, font des productions beaucoup plus originales que les groupes. Et ça, dans les deux protocoles. Et on avait fait l'hypothèse que les groupes seraient plus créatifs grâce à une première production individuelle. En réalité, on n'observe pas ce phénomène. Donc ça, c'est un premier résultat, c'est-à-dire que les individus, on le voit ici, produisent dans les deux protocoles, qu'ils produisent en premier ou en deuxième, produisent des morceaux qui sont plus originaux que les groupes. Par ailleurs, ce qui est assez étonnant par contre, c'est que, et vous le voyez ici l'inverse, que dans le cas des deux protocoles, les groupes sont beaucoup plus satisfaits, donc les individus qui composent ces groupes sont beaucoup plus satisfaits parce qu'ils ont produit collectivement. Autrement dit, ce que l'on observe grâce à cette recherche, c'est que les équipes ne produisent pas des solutions très originales, très singulières, mais par contre sont très satisfaites de ce qu'elles ont produit. Donc vous voyez que là, on n'est pas non plus parfaitement aligné avec cette idée de créativité qui serait constitutive, l'essence même finalement des équipes. Ce constat qu'on fait, ce n'est pas un constat qui est, qui est totalement nouveau. Et je voulais juste prendre un exemple, c'est le cas du brainstorming. Le brainstorming est sans doute la méthode de créativité la plus utilisée dans les équipes. Et les chercheurs qui travaillent sur cette question de la qualité des idées qui sont émises en termes de créativité dans un brainstorming font finalement le même constat que nous. C'est-à-dire que très souvent, la somme des performances individuelles est souvent supérieure à des personnes qui vont travailler dans une situation de brainstorming. Et ici, on a une étude, donc il y a 50 années, aujourd'hui même 60 années de recherche sur ces questions qui montrent pratiquement de manière extrêmement solide que le brainstorming n'est pas finalement une excellente méthode pour générer des idées qui sont créatives, qui sont nouvelles et qui sont singulières. Pourtant, on continue à l'utiliser. Alors, une explication ici beaucoup plus récente, vous voyez, c'est 2018, c'est des études récentes sur ces questions de brainstorming, nous donne aussi des indices du pourquoi les brainstorming donnent pas toujours des résultats intéressants en termes de créativité. Et ici, ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont donc demandé à des individus donc, de générer des idées en utilisant la méthodologie du brainstorming, et ils ont divisé le brainstorming en différents temps, en différents quartiles, donc en 4. Et ils ont regardé quelles sont les idées qui sont retenues à la fin d'un brainstorming par les participants. Et ce que montre cette recherche, c'est que généralement, les idées qui sont retenues par les participants, c'est les premières idées qui ont été émises dans le brainstorming.
hein, celles qui vont avoir le plus d'influence sur les participants, celles qui vont être retenues. Ici, vous voyez, 75% des idées retenues sont des idées qui ont été émises lors du premier temps du brainstorming. Et ce que montre ensuite cette recherche, c'est que les idées les plus originales dans un brainstorming sont généralement émises dans les derniers temps du brainstorming. Donc, évidemment, si les premières idées sont retenues, il y a moins de chances qu'elles soient originales, puisque les idées les plus originales arrivent souvent tardivement dans un brainstorming. Sans doute parce qu'elles ont une plus grande acceptation sociale. Je ne vais pas rentrer dans les détails des processus qui expliquent ces résultats. Mais bon, on a ici de nouveau un élément qui montre que le travail en équipe, ce n'est pas forcément un gage effectivement de succès, et les attentes sont parfois un peu supérieures à ce qu'on peut réellement obtenir. Donc voilà, je voulais dans un premier temps illustrer à la fois cette idée que l'équipe est un élément central constitutif aujourd'hui du discours, des organisations, des pratiques organisationnelles, même dans la recherche, et finalement avec quand même des résultats qui nous font réfléchir, que ce soit sur la question des réunions, qui est un moment clé et qui montre de nombreuses insatisfactions, qui est un moment clé du travail en équipe, et sur la question de la créativité notamment de ces équipes. Alors, comment on peut expliquer ces différences entre attentes, les réalisations, la performance réelle de ces équipes, et aussi le vécu de ces équipes, comme on l'a vu dans le cadre des réunions? Comment on peut expliquer de tels écarts entre ces attentes et ces réalisations et ce vécu? Alors, il existe différents modèles pour ça. Un des modèles que j'utilise très souvent dans le domaine, dans mes formations, c'est un modèle qui est très connu, c'est le modèle d'Ackman. Et le modèle d'Ackman, lui, repose sur l'idée qu'il y a des conditions sur lesquelles notamment les responsables d'équipe, mais en fait l'équipe d'une manière générale, peut jouer pour favoriser sa performance. Et sans doute que la réponse d'Ackman serait de dire, si les équipes ne sont pas aussi créatives, si les réunions sont aussi frustrantes, c'est sans doute que ces conditions ne sont pas présentes. Et donc, il faut travailler autour de ces conditions. Alors, les conditions qui sont au centre du modèle d'Ackman, elles sont ici. Je ne vais pas trop les détailler, mais il y a des conditions que Ackman appelle essentielles, c'est-à-dire vraiment sur lesquelles on ne peut pas transiger pour que finalement il y ait une sorte de performance de l'équipe. Et puis des conditions qui vont vraiment être plutôt ce qu'il appelle facilitantes, c'est-à-dire qui vont permettre de encore obtenir une performance supérieure. Quelles sont ces conditions essentielles? Alors une première idée, donc pour dire pourquoi ces équipes ne sont pas, par exemple, créatives, ou pourquoi ces équipes ont des problèmes lors des réunions, qui est un des symptômes finalement des équipes peut-être improductives. D'abord parce que ce ne sont pas des vraies équipes. Donc ça, c'est une première idée. Ça veut dire quoi? Des vraies équipes, ça veut dire des équipes où il y a des personnes qui se sentent responsables mutuellement, où elles se sentent liées les unes aux autres dans leur travail, où elles ont de l'autonomie en tant qu'équipe, elles ont un certain pouvoir d'agir, et où il y a de l'entraide, etc. Donc, ce n'est pas des équipes véritables. Première explication. Deuxième explication, c'est qu'elles n'ont pas travaillé assez sur le pourquoi, sur le but. Et dans le cas, par exemple, c'est intéressant, dans le cas de notre expérience musicale, sans doute que le but, c'est de gagner un concours de musique en termes de créativité, mais sans doute qu'elles auraient pu travailler, on va le voir, un peu plus profondément sur ce but et s'approprier collectivement ce but. Troisième condition pour Ackman, c'est que sans doute il y a un problème au niveau des personnes qui composent l'équipe. Alors, que ça soit en termes de compétences techniques, que ça soit en termes de diversité des profils, ou que ça soit en termes de compétences sociales. Donc voilà, ça pour Ackman, ce seraient les premières explications. Puis d'autres explications seraient donc les conditions qu'il appelle facilitantes. Une des conditions, c'est d'avoir une structure solide et signifiante, c'est-à-dire notamment un design du travail, des rôles, des normes qui sont partagées,
Ça, c'est un autre point très important. Une autre condition très intéressante du modèle, c'est de dire peut-être que ce n'est pas l'équipe le problème, mais le problème, c'est l'organisation ou le système qui sous-tend l'équipe. Et là, c'est une condition qui est très intéressante dans ce modèle, c'est de se dire peut-être que ces équipes ne sont pas créatives ou les réunions sont insatisfaisantes parce qu'il y a des conditions dans l'organisation qui ne soutiennent pas le travail en équipe et donc finalement qui expliquent ces résultats en demi-teinte. Et troisième condition facilitante chez Ackman, qu'on va retrouver plus tard, que je vais détailler, la question de team coaching. Alors, ici, c'est pas le coaching d'équipe, c'est pas coaching au sens strict du terme, c'est plutôt toute la dimension réflexive. C'est-à-dire qu'une équipe, généralement, qui va obtenir des bons résultats, elle travaille régulièrement, elle réfléchit, elle remet en question régulièrement son fonctionnement, les stratégies qu'elle met en place pour obtenir les objectifs. Elle questionne aussi régulièrement les compétences des membres qui sont du collectif et elle questionne aussi le niveau d'effort qui est fourni par les personnes. Donc, les bonnes équipes respectent cette condition de se dire d'avoir une pensée réflexive régulière. Donc ça, c'est un premier modèle. Un modèle qui est centré sur des conditions, et ces conditions vont favoriser la performance, et ça explique pourquoi il y a sans doute des écarts très importants entre des attentes extrêmement élevées et des réalisations parfois en demi-teinte. Et donc, c'est sans doute que ces conditions ne sont pas totalement réunies. Et quand on est dans mes formations, on travaille énormément autour de ces conditions du travail en équipe. Un autre modèle, une autre approche, et je pourrais vous en présenter beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, mais je ne vous en présentais que deux, et je vous expliquer pourquoi. Une autre approche, un autre modèle extrêmement connu, en tout cas très connu, très utilisé dans le domaine de la recherche, c'est le modèle de Rousseau et Alinéa. Alors eux, ce modèle n'est pas centré sur les conditions. Eux, ce qui les intéresse, c'est le comportement. Et la question centrale du modèle, c'est de se dire, sans doute, que ces équipes ne sont pas aussi performantes ou ces réunions ne sont pas aussi performantes parce que les personnes n'ont pas les bons comportements ou des comportements ne sont pas présents et ces comportements sont essentiels pour la performance des équipes. Alors, c'est deux approches très complémentaires parce qu'en réalité, les conditions d'Ackman devraient amener à des comportements. Et quel type de comportement? Et en fait, le modèle de Rousseau les décrit, ces comportements. Alors, des comportements qu'ils appellent des comportements de régulation de la performance d'équipe et des comportements de soutien de l'équipe. C'est les deux éléments qui sont ici et là. Donc, pour ces auteurs, vous voyez ici une équipe qui va être performante. On doit observer des comportements de préparation du travail. Alors, on trouve aussi là, les liens avec la question des buts. On voit des comportements qui vont être axés autour de comment on se coordonne, comment on coopère, autour des échanges d'informations, ici. On voit aussi qu'on devrait avoir des comportements, observer régulièrement des comportements d'évaluation du travail. On pourrait faire le lien avec aussi la question team coaching, sans doute, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, des comportements d'ajustement. Alors là, qui font référence à des questions aussi de feedback, à la question justement de coaching aussi à l'intérieur de l'équipe, de mise en place de résolution de problèmes ou de pratiques innovantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de chercher des solutions aussi. Les membres d'une bonne équipe devraient avoir des comportements où ils cherchent régulièrement des solutions, par exemple d'innovation aussi en fonction des problèmes qu'ils rencontrent. Et puis, donc ici, des éléments qui sont beaucoup plus axés sur la dimension du soutien. Est-ce que les gens se sentent soutenus dans le collectif? On pense notamment aussi au concept de sécurité psychologique qui est développé aussi par Edmondson. Donc voilà, on a ici un ensemble de comportements et vous voyez ici comment d'ailleurs les auteurs pensent que ces comportements devraient interagir, être séquencés. Donc avec cette idée de comportement où on va dans des membres de l'équipe, où on prépare le travail qui va être accompli, où on met en place des stratégies de collaboration et de coordination,
où on évalue et où on ajuste les comportements. Et on a donc ici deux modèles, hein, un modèle qui va essayer d'expliquer par les conditions la performance des équipes, et un modèle qui va essayer ici d'expliquer par l'observation de comportements qui sont extrêmement importants pour la réussite de l'équipe, la performance de l'équipe. Et j'aimerais partager avec vous une hypothèse ce soir, c'est celle que sans doute, alors on pourrait faire plein d'hypothèses ici sur pourquoi donc les équipes ne sont pas créatives, ou pourquoi ces réunions sont insatisfaisantes autour de ces modèles. Sans doute que ces comportements ne sont pas présents ou les conditions ne sont pas présentes. Mais moi, j'aimerais partager avec vous une autre hypothèse qui n'est pas trop développée dans ces deux modèles. Et il me semble même qu'il pourrait faire le lien entre ces deux modèles. Mon hypothèse, ici, c'est que s'il y a autant de frustration dans les réunions, et si les équipes ne sont pas toujours aussi créatives qu'elles le souhaiteraient ou qu'on l'aimerait, c'est qu'il y a un manque de connaissances et de maîtrise des méthodes collaboratives. Donc, une partie de mes cours et de mes enseignements, je vais questionner les participants sur justement sur la connaissance et la pratique de ces méthodes. Et qu'est-ce que j'observe? Premièrement, j'observe que quand on évoque des techniques, hein, dans les cours, on en évoque plus d'une soixantaine, même un peu plus, très peu sont connus, une très faible connaissance des techniques. Et si je prends juste un exemple, pour la génération d'idées, en fait, les gens connaissent le brainstorming, puis en dehors de ça, certains ont du mal à évoquer d'autres techniques. Deuxième constat, très souvent, on a une maîtrise partielle de ces méthodes ou de ces techniques collaboratives. C'est le cas du brainstorming. Et d'ailleurs, la recherche sur le brainstorming, une des hypothèses qui est faite pour dire pourquoi le brainstorming n'est pas aussi satisfaisant en termes de résultats, c'est que sans doute, en fait, on ne maîtrise pas très bien tous les codes, toutes les règles du brainstorming. Et il faut des animateurs de brainstorming qui soient vraiment chevronnés. Troisième constat que je fais, c'est que souvent, quand on commence à parler des méthodes, c'est pas toujours bien vu, les méthodes, les techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a un peu peur. On se dit, mais si on commence à mettre des techniques et des méthodes, on va perdre la dimension informelle, on va perdre la dimension sociale, on va perdre au niveau de la qualité des relations. J'observe aussi que finalement, il y a peu d'expérimentation de ces méthodes et ces techniques collaboratives. Les gens me disent, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, ça demande du temps justement pour les maîtriser. En plus, on a un autre problème, c'est que certaines de ces méthodes sont mal utilisées. Des méthodes ne sont pas toujours appropriées aux objectifs. Hein. Alors, c'est le cas du team building. Quand je demande à quoi ça sert un team building, en grosso modo, ça sert à tout. Ça sert à résoudre des conflits, ça sert à améliorer la performance de l'équipe, ça sert à générer des idées. Les gens me placent le team building un peu partout. Alors, le team building, ça sert essentiellement à améliorer la cohésion d'un collectif et à travailler sur les relations interpersonnelles. Ce que j'observe aussi, c'est une culture de travail en pointillé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on parle beaucoup d'équipes, mais je vois finalement très peu d'artefacts, je vais le dire autrement, mais très peu d'outillage, très peu d'éléments factuels, tangibles, qui sont partagés par les collectifs et qui permettent de dire, voilà, ça c'est l'outil ou c'est les méthodes ou c'est les éléments qui vont nous permettre de travailler ensemble. Donc les entreprises sont pas très outillées. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que parfois, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a les outils. Alors, on a des outils technologiques et on en a un aujourd'hui, là, par exemple, Zoom ce soir. C'est un outil. Hein. On a Teams, on a beaucoup d'outils aujourd'hui en plus technologiques, mais on n'a pas réfléchi aux méthodes. C'est-à-dire, les méthodes, hein, je vais vous présenter des exemples juste après, c'est en amont des outils. Alors,
peut-être que c'est un problème, on se concentre beaucoup sur la technologie et les outils et pas assez sur les méthodes. Mais peut-être qu'aussi la technologie et les outils aujourd'hui vont être un levier. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses ce questionnement. Peut-être que l'utilisation aujourd'hui de Teams, par exemple, si je prends cette application-là, cette plateforme-là, ça va nous permettre d'avoir plus de méthodes dans le travail collectif. Et donc, une des idées que j'aimerais défendre ce soir, c'est cette idée de se dire que ces méthodes, ces techniques collaboratives, elles peuvent être le lien entre ces conditions et les comportements ici qu'on peut observer. Je vais le dire autrement, donc ces méthodes, elles peuvent incarner des conditions qui sont parfois relativement abstraites. Être une équipe véritable, cette condition d'Ackman, par exemple, c'est une condition relativement complexe. Mais donc, l'idée de la méthode, c'est que quelque part, on va incarner ces conditions. On va forcer aussi à ce que ces conditions soient présentes en s'astreignant à suivre une méthode. Et de l'autre côté, en s'astreignant à suivre une méthode, on va aussi sans doute faire en sorte que certains comportements émergent. Et je vous donne un exemple ici. Une des conditions d'Ackman, on l'a vu, c'était la notion d'équipe véritable. Donc, une équipe, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle se sente une équipe véritable. Et dans cette condition-là, il y a l'idée qu'une équipe véritable a de l'autonomie, a du pouvoir d'agir. Mais pour qu'une équipe ait de l'autonomie et du pouvoir d'agir, il faut qu'elle soit capable de prendre des décisions. Et très souvent, d'ailleurs, c'est une difficulté qu'ont les collectifs, c'est prendre des décisions collectivement. Et ça demande de la méthode. Et donc, il existe différentes méthodes pour la prise de décision. J'en donne une ici, qui est d'ailleurs très, très peu utilisée. Les méthodes de prise de décision par vote pondéré, très peu utilisées dans les organisations. On utilise beaucoup les méthodes par consensus, mais très peu de méthodes ou des votes par majorité, mais très peu des méthodes de vote par pondéré. Et puis un outil, je donne un exemple ici qui pourrait illustrer ça. Par exemple, là, c'est une plateforme de sondage libre, Pollen, qui pourrait être utilisée par l'équipe. Donc, l'hypothèse que je fais ici, c'est que les équipes ne sont peut-être pas aussi performantes qu'on le souhaiterait, notamment en termes de créativité et dans la gestion des réunions, par exemple, parce qu'elles n'ont pas les bonnes méthodes ou parce qu'elles ne font pas ce travail d'incarner les conditions dans des méthodes et quelque part aussi de faciliter l'émergence des comportements attendus à travers ces méthodes. Alors, quelques exemples de méthodes. Parfois, c'est très simple d'avoir une méthode. Et je vais reprendre mes deux exemples, l'exemple des réunions qui posent problème et l'exemple de la créativité. Premier exemple, la créativité. Ici, donc, je fais référence à une étude qui s'intéresse à l'intelligence collective et qui montre l'importance d'avoir une stratégie, une méthode de travail collective pour faire face à des problèmes complexes. Donc ici, l'étude qui est réalisée par Bernstein et Alinea, on soumet un problème extrêmement complexe, mais avec une solution potentiellement meilleure que les autres, à des collectifs de travail. Et on a plusieurs protocoles. Dans le premier protocole, dans la première expérience, on va soumettre cette tâche complexe à des individus qui vont réfléchir seuls et sans lien les uns avec les autres au problème. D'accord ? Dans la deuxième, c'est le contraire. C'est des gens qui vont réfléchir en équipe. On va leur demander de réfléchir plusieurs fois, d'approfondir à chaque fois, individuellement ou collectivement, le problème, la solution qu'ils ont proposée. Dans la troisième expérience, on mixe. On leur demande de réfléchir seuls. Puis ensuite, on leur demande, il y a un break. Et ensuite, on leur demande de travailler collectivement. Et on revient à un travail seul et processus itératif, seul, collectivement. Et dans la quatrième expérience, on fait la même chose, mais on rajoute un élément. Ici, on dit aux personnes, quand elles vont travailler en équipe, il y a une des personnes, et on dit laquelle, qui a fait une proposition qui s'approche de la meilleure des propositions. Et bien, ce que montre cette étude, c'est les groupes qui sont les plus performants,
sont ceux qui adoptent la stratégie numéro 3. Alors la stratégie numéro 3 montre que d'abord, on profite à la fois d'intelligence individuelle et collective. Ensuite, les breaks sont extrêmement importants dans l'avancée cognitivement, dans la résolution du problème. Et troisièmement, l'expérience 3 est meilleure que l'expérience 4 parce que le groupe voit et comprend les erreurs, peut apprendre des erreurs que les individus ont faites. Alors que ce n'est pas le cas dans l'expérience 4, puisque les gens vont se concentrer tout de suite sur une solution qui est meilleure que les autres. Et ils ne vont pas comprendre pourquoi cette solution est meilleure que les autres. Donc, vous voyez ici, ça, c'est du design. C'est du design de travail, c'est de la méthode. C'est simplement ici, l'idée est simple, c'est de se dire, quand on est face à un problème complexe, faisons réfléchir les gens seuls, collectivement, de manière itérative. Laissons les personnes explorer les erreurs et comprendre de leurs erreurs. Tout ça, c'est de la méthode. Autre résultat, autre recherche qui montre cette importance des méthodes, c'est dans la génération d'idées. Et ici, c'est une recherche qui compare différentes méthodes dans la génération d'idées. Et ce que montre cette recherche, alors premièrement, ce qui va intéresser les auteurs ici, c'est de savoir est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de générer plus d'idées que d'autres. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des méthodes qui sont préférées à d'autres? Et ce que montre cette recherche, premièrement, c'est que la méthode préférée, c'est le brainstorming. Ce n'est pas une surprise, hein, je vous l'ai dit, c'est très pratiqué, tout le monde connaît, tout le monde est à l'aise avec cette pratique. Donc, vous voyez que c'est celle qui a le meilleur score en termes de préférence des méthodes qui sont créatives, qui sont proposées. Mais ce que nous montre cette étude, c'est que si l'on rapporte cette appréciation de la technique, hein, et donc c'est important hein, que les gens acceptent la méthode et la technique, hyper important, et qu'on rapproche cette acceptation au nombre d'idées qui sont générées et à la qualité des idées qui sont générées, eh bien, finalement, ce n'est pas le brainstorming la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est le concassage. On l'appelle aussi la méthode Scamper. C'est une méthode où, face à une problématique, pour générer un maximum d'idées nouvelles et de solutions originales, on va appliquer toute une série de verbes qui ont montré que quand on les utilise, quand on les applique à une problématique, on trouve des solutions nouvelles en plus grand nombre que quand on fait un brainstorming. Par contre, peu de gens utilisent cette méthode, alors que c'est une méthode relativement simple. Hein. Et puis, deuxième exemple, toujours en lien avec la créativité, j'aime beaucoup montrer cette étude quand je fais des cours sur la question du leadership. La question qui est posée par les chercheurs, c'est de se dire, est-ce que finalement, les méthodes, ce ne serait pas même serait pas presque plus d'influence que les leaders? Hein, on met beaucoup d'importance aussi sur le succès des équipes. Ce n'est pas présent dans les modèles. Dans le modèle Ackman, c'est volontairement pas présent, parce qu'Ackman nous parle des conditions. Et pour Ackman, ces conditions, c'est le travail du leader, mais qui est un peu en arrière. Hein. Ici, il y a cette idée donc que peut-être les méthodes peuvent être parfois un substitut du leadership. Et ils expliquent ça à travers une étude expérimentale, donc, dans laquelle, de nouveau, on soumet à des individus collectivement un problème, et on leur demande de générer des solutions créatives en nombre et en qualité. Alors, on utilise pour ça deux techniques différentes. Une technique de brainstorming par écrit et une technique dite de provocation, ici type avocat du diable. Et puis, on mixe ça dans l'étude avec des formes de leadership. Un leadership plutôt transactionnel versus un leader plutôt transformationnel. Donc, les personnes qui vont gérer l'équipe sont soit transactionnelles, soit transformationnelles. Je ne vais malheureusement pas définir ces termes ici, parce que ce n'est pas l'élément qui nous intéresse central. Que montrent les résultats? Ils montrent qu'il y a beaucoup plus de différences en termes de qualité des idées et de nombre d'idées, non pas en fonction du leadership, mais en fonction de la méthode utilisée. Donc,
Ici, on voit par exemple, si vous voulez des idées de qualité, prenez une technique de provocation, peu importe si vous avez un leader transactionnel ou transformationnel. Par contre, si vous voulez beaucoup d'idées différentes, prenez plutôt une technique de brainstorming par écrit, peu importe si vous avez un leader transformationnel ou transactionnel. Et pourquoi, comment on explique de telles différences de résultats? Et là, la phrase ici est extrêmement importante. La technique peut se substituer, ou la méthode peut se substituer au leader en donnant un cadre clair et un objectif précis, en jouant sur la motivation intrinsèque, plaisir et intérêt à jouer, et en procurant une plus grande stimulation intellectuelle. L'image que je prends souvent ici, c'est un peu comme quand on joue aux jeux de société. Quand les règles du jeu sont bien faites et quand on maîtrise les règles du jeu, on n'a pas besoin de leader. Et parfois, on produit des choses extrêmement intéressantes. Et si vous regardez bien aussi, là, la phrase qui est là, ça, c'est la définition, enfin, c'est les dimensions d'un leader transformationnel. Hein. La motivation intrinsèque, un objectif précis, un cadre clair, une grande stimulation intellectuelle, c'est des dimensions du leadership transformationnel. Autrement dit, la méthode par elle-même va engager, va entraîner les personnes et donc faire qu'il y aura des résultats plus importants en termes de créativité. Dernier exemple que j'aimerais donner, dernier exemple que j'aimerais donner en termes d'illustration de l'importance de ces méthodes, et on arrive quasiment à la fin de la présentation. On l'a vu avec Ackman, et on l'a vu aussi dans les comportements dans la Porche de Rousseau. Le fait d'avoir une pensée réflexive, le fait de régulièrement questionner nos pratiques et de les ajuster, et d'ajuster nos comportements, c'est extrêmement important pour la performance des équipes. Et là aussi, il y a sans doute un déficit de méthode sur ces dimensions réflexives. Et mon constat est souvent, quand on discute de ces questions réflexives avec les participants en formation, c'est de se dire, mais ça, c'est le rôle du leader, c'est le rôle du responsable. C'est celui qui gère l'équipe qui doit avoir ce regard et qui doit questionner. Ou alors, c'est le rôle d'un coach, quelqu'un externe. Moi, ce que je pense, c'est que c'est oui, sans doute, le leader joue un rôle très important. Sans doute que faire appel à l'extérieur, de l'aide extérieure, c'est aussi extrêmement important. Mais ce qui est aussi sans doute extrêmement important, c'est d'avoir des méthodes qui nous permettent d'avoir collectivement un regard réflexif sur notre travail. Et là aussi, ce que j'observe malheureusement, c'est quand on se dit, bon, ben, on va essayer effectivement alors de faire évoluer notre équipe. Trop souvent, on tombe, alors le brainstorming quand on veut de la créativité et le team building quand on veut faire progresser notre équipe. Et ici, je vous ai mis juste un petit graphique qui représente aussi quelques-unes des possibilités. Alors, elles ne sont pas toutes représentées là, mais en fait, il existe une palette de méthodes possibles pour entretenir cette réflexivité. Alors, que ce soit à travers la formation des leaders, que ce soit à travers la formation en équipe, et je pense qu'aujourd'hui, il se passe énormément d'ailleurs de choses dans le domaine de la simulation et de la formation ensemble sur des opérations de travail. Bien sûr, le team building, qui joue un rôle à part entière, et puis tout ce qui est team debriefing, enfin tout ce qui est donc de débriefing, qui est là aussi sans doute sous-utilisé aujourd'hui, toutes ces méthodes de débriefing. Donc voilà, là, il y a aussi sans doute un déficit de méthode sur cette dimension. Et de nouveau, ma réflexion, c'est de se dire, connaître ces méthodes et chercher à les appliquer d'une manière ou d'une autre, c'est répondre aux conditions d'Ackman et obtenir des comportements qu'on souhaite, si je reprends le modèle de Rousseau, notamment par exemple en termes de comportement d'ajustement. Un exemple une illustration de ma réflexion, c'est sans doute Team Steps. Team Steps, c'est un exemple de méthodologie de travail en équipe qui a cette logique-là, enfin à mon sens, c'est-à-dire qui, d'un côté, ici sur la droite, vous voyez, propose un modèle
du travail en équipe, avec des conditions aussi, hein, enfin des éléments centraux du leadership, de la communication, du monitorage de situation, de soutien mutuel. On pourrait bien sûr faire le lien avec certaines dimensions de Rousseau ou faire le lien avec certaines dimensions d'Ackman. Donc il y a un modèle ici, il y a des éléments ici qu'on juge clés pour la réussite de l'équipe. Et surtout, ce qu'on voit ici au cœur de TeamSteps, il y a un ensemble de méthodes et de techniques qui sont là pour incarner, pour représenter et pour faire en sorte que ces dimensions du modèle soient présentes dans l'équipe. Donc pour moi, TeamSteps, c'est un exemple de ce lien qu'on cherche à faire, hein, entre ces comportements attendus et ces conditions à travers des outils, des méthodes, des techniques. D'ailleurs, je parlerai plus dans le cas de TeamSteps, il parle d'outils, mais plutôt de méthodes plutôt que d'outils, puisque c'est des directions souvent dans lesquelles il faut travailler plutôt qu'un outil technologique ou une interface bien spécifique. TeamSteps, d'après la recherche, alors il y a beaucoup de recherches qui sont produites aujourd'hui, donc c'est dans le monde médical, hein, ici, qu'on applique TeamSteps. Apparemment, ça a des résultats opérationnels en termes de sécurité des patients et en termes de performance des équipes. Voilà, alors c'était une hypothèse que je voulais partager avec vous, hein, cette question de la maîtrise, la connaissance, l'application de ces méthodes et ces techniques collectives. Et j'ai pris 2 exemples à travers la créativité et à travers la dimension réflexive et quelles sont les méthodes qui peut-être on pourra utiliser. Bien sûr, il y aurait d'autres hypothèses que j'aurais pu partager avec vous qui peuvent expliquer pourquoi les équipes ne sont pas toujours aussi créatives ou pourquoi parfois ces réunions ne sont pas si satisfaisantes. Alors, peut-être juste 4 pistes que j'aimerais partager, peut-être qu'on pourrait discuter ensemble. Si je reprends le modèle de Rousseau, hein, avec ses comportements ici attendus, ici il y a la question de la préparation du travail en équipe et notamment toute la préparation autour de la mission et des buts de l'équipe. Ce que je pense et ce que d'autres auteurs pensent, comme Magakian par exemple, c'est qu'on ne fait pas assez appel à l'imaginaire collectif. On fait trop appel à la rationalité quand on travaille collectivement et on ne fait pas assez appel à l'imaginaire collectif. Il y a des techniques de projection, d'association ou des éléments qui permettent de faire appel à l'imaginaire collectif. On devrait plus les utiliser quand on travaille sur ces buts. Et l'exemple, c'est dans le cadre de la musique. Les personnes sont plus créatives sans doute que les équipes parce qu'elles font appel naturellement à leur imaginaire, pas les équipes. Deuxième piste que je vous propose aussi peut-être de réfléchir, c'est que pour faciliter les comportements de collaboration et de coordination, on oublie trop souvent. Aujourd'hui, on associe créativité à problèmes complexes, à tâches complexes, à informations, etc. Mais on oublie trop souvent que le travail en équipe, c'est aussi parfois très utile pour faire des tâches simples. Et simplement faire ce qu'on appelle du faire ensemble, ce que j'appelle du faire ensemble, c'est-à-dire réaliser des tâches simples, mais en coaction. Et généralement, réaliser des tâches simples en coaction, c'est un terreau fertile pour des coopérations plus complexes et des coordinations plus difficiles. L'autre piste aussi à ce niveau-là, c'est ayez des artefacts du travail collectif. C'est-à-dire avec quoi vous allez travailler très concrètement quand vous êtes en réunion, par exemple. C'est quoi les supports? Ça me semble une piste intéressante aussi. Bon, plus de suivi par les équipes des performances collectives. Une observation que je fais aussi, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'indicateurs de performance organisationnelle, beaucoup d'indicateurs de performance individuelle, mais en réalité, on a très peu d'indicateurs simples, même de performance collective. Donc, sans doute qu'il y a du travail à ce niveau-là. Et puis, pour terminer, sans doute que par rapport à ces questions de pensée réflexive et de comportement d'ajustement, on a besoin de plus d'espace de délibération dans les équipes. C'est De Jour qui nous parle beaucoup des espaces de délibération quand il parle notamment de la déontique du travail collectif.
Et surtout, on a aussi besoin que les équipes aient toujours des antennes et soient ouvertes sur l'extérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vous ai fait une présentation extrêmement classique. Je réserve, pour ceux que ça intéresse, les dimensions plus ludiques et créatives pour mes cours.